Du coup, on disait également que fallait pas tomber dans le piège d'être trop perfectionniste. Oui. Moi, quand je vous entendais là me raconter un peu les débuts de Crisp et que vous me racontiez l'histoire de Mathieu qui a forcé pour, enfin non, qui a envoyé Crisp à vos premiers utilisateurs, bah je me dis, est-ce que vous n'étiez pas justement dans ce piège d'être trop perfectionniste et tout au On début? avait 21 ans, Léo. Enfin, moi, En à fait, 21 ans, on va vers 22. Les Américains disent quelque chose qui, je pense, est très vrai, et en fait, on y a fait défaut aussi. C'est en fait quand tu publies ton produit en ligne et que les utilisateurs s'inscrivent, les premiers utilisateurs, en fait, si t'es pas ashamed de ton produit, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tout était protégé par mot de passe. Et c'est Mathieu qui nous a poussé à enlever ces mots de passe là pour que les gens ils arrivent. Parce qu'en fait, on était fondamentalement, je pense, ashamed, tu vois, du produit. Tu sais, t'as une sorte de peur à ce que putain, mais les gens vont voir que c'est en bêta, c'est nul, et après on va plus avoir d'utilisateurs, tu vois. Mais en fait, c'est complètement faux. Après, c'est une balance entre une certaine rigueur et une exigence. Mais il faut pas arriver, en effet, dans le défaut de jamais rien faire et de voir la perfection. Après, c'est vrai que maintenant, on a de l'expérience avec Valérian, ce qui fait qu'on sait, typiquement nous sur du code, bon, bah, y a des fois, oui, on sait que si ça, on le modifie pas en amont, ça va craquer, quoi. Mais c'est des choses que tu peux skip au début, quoi. Ouais. Parce que t'as pas le niveau de scale. Et ouais, de manière générale, je pense que Nike l'avait très bien résumé, c'est just do it, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, je pense, voilà, qui passent trop de temps, en fait. C'est pas procrastiner, mais à itérer, en fait, à itérer à la perfection pour se faire plaisir, tu vois. Vraiment, faut shipper, quoi. Donc là, si vous deviez relancer une boîte comme Crisp aujourd'hui avec l'expérience que vous avez. Bah, c'est un problème, justement, je pense. Parce qu'en fait, le fait d'avoir trop d'expérience est un problème pour relancer quelque chose de nouveau, parce qu'on va voir tous les problèmes en avance qu'on a déjà eu, mais qui sont pas des problèmes, en fait, auxquels tu dois penser au moment où tu lances ta boîte. Les problèmes de scale, par exemple. Parce que tu seras du coup découragé ou parce que tu vas pas penser à l'essentiel Peut-être découragé, mais surtout, en fait, bah, quand tu as déjà fait une boîte at scale, on va dire, avec les contraintes du scale technique, tous les niveaux, enfin, par exemple, les histoires d'abuse qu'on a, des gens qui abusent de la plateforme, machin. En fait, quand on code la plateforme, une nouvelle plateforme dans un SaaS qui n'a rien à voir avec Crisp, on va penser à tous ces problèmes qu'on a vécu sur Crisp et on va voir les corriger en avance de phase. Et je pense que parfois c'est un avantage en fait d'être naïf comme on était à l'époque et frais, tu vois, naïf. C'est une sorte de fraîcheur où tu arrives dans un marché et en fait tu te bats contre des puissances établies et toi tu reprends les trucs à la base, quoi, les first principles, quoi, tu vois. Mais c'est un peu comme si tu devais partir en randonnée et que je vais te dire, ah oui, la randonnée, j'ai déjà fait. Et du coup, à tel chemin, il y a des ronces, à tel chemin, il y a des ronces, et tu avais prévu de le faire en un jour. En fait, ça va te mettre 2 semaines. Tu vas arriver lessivé, ça va être horrible. Je vais te dire, ah ouais, je la fais pas en fait. Je pense que les entrepreneurs, en fait, c'est important de rester frais quand tu refais des boîtes. Et si on referait une boîte, ça serait peut-être pas dans le logiciel ou dans le SaaS, tu vois, ça peut être du hardware, parce qu'on n'y connaît rien. Ouais. On a fait un side project en hardware, et c'est vrai que c'est rigolo, quand tu pars dans un esprit frais, tu trouves des solutions vraiment différentes. Et du coup, t'es pas perfectionniste et tu ne subis pas ce problème, justement, qui est d'être trop perfectionniste. Et moi, c'est un truc qu'on me demande beaucoup, enfin qu'on me dit parfois en fin d'interview, et c'est quoi les conseils que tu dirais à des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui commencent? Bah, en fait, le conseil, c'est n'écoutez pas tous les conseils que ceux qui ont fait des boîtes ont eu juste avant, parce qu'en fait, c'est pas pertinent. Par exemple, c'est quoi la landing page qu'on doit faire pour une marque comme Crisp par rapport à quand on lance une marque? C'est pas du tout le même truc. On fait pas la même chose. Et c'est normal, faut pas faire comme ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, faut pas faire comme Crisp quand on commence aujourd'hui. Et donc, faut pas suivre les conseils directs de ceux qui ont réussi. En fait, il faut suivre les conseils de ceux qui ont réussi la même chose juste avant vous. Par exemple, vous commencez une boîte, prenez les conseils de ceux qui ont fait ça 1 ou 2 ans avant vous. Donc entourez-vous de personnes qui sont juste au level N+1, tu vois. Pas plus dans de dans leur 3, développement. etc. Non, exactement. Ok. C'est un truc qu'on avait vécu au début de Crisp. Il y avait des genres de boomers qui avaient fait des boîtes, genre j'ai n'importe quoi, mais mythiques ou... Ouais. Des vieux trucs, tu sais, des trucs de l'internet du début des années 2000, tu sais, les gens qui faisaient un truc météo.fr, n'importe quoi avec de la pub et ça marchait. Ah ouais, mais Non, ça par marche pas numéro de comme ça téléphone. aujourd'hui, c'est l'internet dans lequel nous on a commencé avec Chris pour 2015.
déjà, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Déjà en fait dans leur économie internet en fait tu pouvais même pas accepter de paiement par carte bancaire, c'était très dur, donc les gens payaient par téléphone quoi, par Allopass Oui, je ou ne sais juste quoi. la publicité. Toi, t'imagines déjà la différence de business que ça permet, tu vois, par virement bancaire, tout ça en fait. Là on a un truc génial qui est arrivé qui s'appelle Stripe, c'est ce qui a aussi déclenché toute cette économie de business bootstrappé, je pense. Et aujourd'hui, tu vois, je pense pas qu'on pourrait appliquer les mêmes règles si on lançait un business natif, on va dire, dans l'AI, quoi, aujourd'hui. Bootstrappé. Je sais pas comment est-ce qu'on le ferait, mais... Ok. C'est quoi c'est quoi la première chose que vous avez déléguée avec Crisp au début? Support client. Support client. Ok. Et après? Support client, on a commencé à recruter en dev. Et après, moi, c'était marketing. Ouais. Et design, enfin. Oui. D'ailleurs, ça, c'est une chose intéressante. Pourquoi il n'y a pas d'équipe en interne dans le design chez Crisp? Parce que c'est moi qui le faisais à la base. Et ensuite, on avait besoin d'esprit un peu frais. Et je pense que, après, c'est peut-être une opinion personnelle, mais je pense que les meilleurs designers que tu peux trouver sur le marché, vu qu'ils sont très bons, ils sont freelance en fait. Parce que c'est une façon aussi de faire, je pense, plus d'argent que s'ils étaient employés. T'as une autre raison aussi, c'est le fait qu'ils bossent pour plusieurs clients, ils voient plusieurs projets, donc ils voient les best practices. Et t'as un dernier avantage, c'est que tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux sélectionner le designer qui... Tu sais, c'est un peu comme les gens qui font de la musique. Il y a toujours une patte, un style, tu vois, qui est très personnel. Et toi, tu vois leur design et tu dis, oh, j'aime bien la patte de ce gars-là, tu vois. Donc, ok, on va bosser avec lui, on essaye. Et tu penses que, justement, les designers qui sont souvent en interne dans des boîtes, ils cassent leurs pattes, justement? Pas nécessairement. Je sais que chez Notion, je crois, ils ont une team de 10-15 personnes au design. Donc, ils essaient de tous avoir une uniformité en termes de design. Mais nous, on peut pas faire ça. Non, il n'y a rien qui justifierait d'avoir autant de designers chez nous, tu vois. Ouais. Non, ça permet justement d'avoir un peu comme une team de 10 designers, en fait, au final, quand tu tires le temps, tu vois. Mais c'est juste que ils arrivent ponctuellement à travailler sur des sujets sur lesquels je pense qu'on trouve que la patte est intéressante, quoi. Ok. Et sur la gestion des dépenses, du coup, comment est-ce que ça se passe dans une boîte autofinancée qui fait une levée de fonds par an, comme vous le disiez tout à l'heure? Comment est-ce qu'on gère, etc., la thune, quoi? Alors, c'est simple, on gère la thune. Alors, certains disent qu'il ne faut pas gérer la thune d'une boîte comme c'était la sienne. Mais c'est un peu ce qu'on fait quand même. Ouais, un bon père de famille, quoi. Et on fait attention à tout. Du style, moi quand je prends le train, je prends un Ouigo. Toi, tu fais ça? Oui, le Wi-Fi est meilleur. Ah, ok, oui. Il y a une rationnelle quand même. Parce qu'en fait, le Ouigo, comme le Wi-Fi est en supplément, personne ne le prend. Et nous, comme faut qu'on se tape Nantes, Paris, qui n'est pas une vraie ligne TGV entre Nantes et Le Mans, il y a une zone morte en 4G. Et en fait, du coup, le Ouigo, quand tu es dedans et que tu prends le Wi-Fi du Ouigo en supplément, t'es tranquille, il n'y a personne sur le réseau et ça bombarde. C'est vrai que je suis venu en Inouï et le Wi-Fi était... C'est à peine si j'arrivais à envoyer des messages, quoi. C'est le genre de truc... C'est un trick. Ouais, c'est un trick qui est très intéressant. Il y en a d'autres, des trucs comme ça? Je pense qu'au début de Crisp, on a fait beaucoup de dépenses en perso pour plein de choses. Juste parce qu'on avait la flemme d'avoir les factures, tout ça. Ça simplifiait la donne. Et on a aussi une chose... Au début de Crisp, c'est qu'on s'est payé très tard. Donc en fait, on a réussi à constituer, et ça je pense que c'est important, quand c'est possible pour un business bootstrappé, on a réussi à constituer une trésorerie, un matelas en fait de sécurité, de cash, qui était basé sur le revenu apporté par nos clients. Donc on payait les serveurs avec la carte de la boîte, toutes les dépenses pour le support, les serveurs, et on se payait pas. Et donc on a cumulé un matelas de cash, et après on a commencé à se payer finalement, tu sais, lorsque la boîte elle était safe d'un point de vue argent, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc intéressant parce qu'il arrive des choses dans la vie des entreprises dont je ne parlerai pas et où tu es obligé parfois de débloquer du cash comme ça de manière urgente pour payer des sommes assez conséquentes, quoi. Okay. Ça peut être du légal, par exemple. Et tu l'estimes comment, ce matelas de sécurité? À combien? Sans forcément avoir un chiffre, mais comment est-ce que tu te dis... C'est l'épaisseur de quoi tenir une année de disette complète, quoi. C'est ton bunker sous la maison avec les boîtes de conserve, quoi, tu vois. Ouais.
Et Donc une ça année, dépend. quoi, c'est... À nous, Chris, ça on dépend de tes tiendrait dépenses. une année, plus qu'une année complète, sans plus rien, quoi. C'est une histoire de runway, tu sais, ça dépend de ta dépense. Genre, c'est ta date de mort, en fait, si t'as plus d'argent qui rentre, quoi, en gros. Genre, tu te fais bannir ton compte Stripe et tu peux toujours payer tout Ouais, le avec monde, Valère, on sait les qu'on est de serveurs. nature assez prévoyante, mais c'est vrai que question dépenses, on fait gaffe. Hmm. Et sur tous les SaaS, on regarde, quoi. Faut pas nous enfumer, hein. Ouais. Mais justement, par rapport aux autres personnes que vous pouvez connaître dans le milieu qui montent des SaaS, est-ce que vous trouvez que vous êtes trop prévoyant dans la moyenne? Non, mais tout le monde dit qu'on est pingre, etc. Ce qui est pas faux. Mais du style, il y a plein de boîtes. Alors, moi, j'ai des copains, ils font des t-shirts pour leur boîte, tu vois. Et combien c'était les t-shirts? Oh, j'en sais rien, c'est un tel qui gère ça. Alors que nous, on va être combien c'est les t-shirts À l'unité. Ouais, tu sais, on va te demander. Enfin, on est regardant surtout, quoi. Mais parce que, en fait, quand on a commencé, tu vois, c'était même difficile parfois d'imaginer qu'on pouvait payer un agent de support, tu vois. Qui était un Upwork. Tu vois, en fait, c'était genre d'un point de vue budget, c'était énorme au début quand tu vends des plans à 25 euros, des souscriptions pro à 25 Je euros. vivais avec 500 balles par mois. Donc, tu vois, c'est dire à quel point le mindset. Tu vois, quand tu vis avec 500 euros par mois. Oui, mais qu'est-ce qui fait et que qu'est-ce qui fait que tu as réussi à garder cet état d'esprit alors que justement, enfin, c'était il y a... Ah, mais ça te conditionne moins tout le de- temps, Léo. En fait. Ouais, Ouais. je pense. On vient tous les deux aussi de familles de la campagne, tu vois, je comprends. et je pense qu'on a vu nos parents aussi compter les sous. Hmm. Et c'est en fait, que tu le veuilles ou pas, ça te conditionne sur ton rapport à l'argent. T'as qu'à demander à Jean de la Roche-Brochard la relation avec Xavier Niel. Tu te dis, ah ouais, Xavier Niel, il a de l'argent, ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent chez Kima. Apparemment, non, pas du tout. Ouais, tu penses que lui aussi, il garde Ah, mais cette... c'est pas je pense, ils font gaffe, ouais. Il y a une raison aussi parfois pourquoi les boîtes elles sont solides, bien capitalisées, c'est parce que l'argent est bien géré, quoi. Si tu regardes chez Amazon, il y a une rumeur enfin, c'est même pas une rumeur, c'est le fait qu'ils bossent sur des tables sur des tréteaux, quoi. Et toujours aujourd'hui, je crois, d'une façon de rappeler en fait d'où est-ce qu'ils viennent, tu vois, aux nouvelles recrues. Hmm. Ok. Bah, justement, tu parles de nouvelles recrues. Moi, je voulais parler aussi de recrutement. Oui. Comment est-ce que vous gérez les recrutements chez Crisp? Ah, on me regarde. Alors, faut faire. C'est quoi les critères, tu vois? Alors, critère numéro 1. Ouais. Alors, je dirais pas est-ce qu'on peut être potes ensemble, mais est-ce que la personne, elle est intéressante? Genre, est-ce qu'on pourrait boire un verre comme ça et que ce soit passionnant, en savoir plus Ça, c'est critère numéro 1. Si la personne ne passe pas ce stade-là, c'est hors de question. Après, Donc ça, tu le détectes premier appel. par exemple, notre premier recrutement, alors chez nous, c'était le vrai recrutement, tu vois, qu'on connaît pas. Chez nous, c'était Camille. Alors Camille, je me souviens très bien. En gros, on avait passé une annonce à Nantes pour gérer nos supports clients. Nous, on connaît personne, donc un gars qu'on connaît à Nantes nous dit « Ah tiens, je vous recommande telle personne ». On l'a fait passer en entretien. Alors t'imagines, deux purs geeks qui n'ont jamais passé un entretien de leur vie à quelqu'un qui n'est pas du monde de la tech. Et en fait, Camille, c'est elle qui faisait les questions limite. Quoi, c'était assez gênant pour elle. Et puis à la fin, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas vu cette candidate comme on n'a pas passé les vraies questions, quoi. C'était nul. Et en fait, ce que j'ai dit à Camille, c'est le lendemain, allez, on peut pas faire un deuxième entretien. Il y a un bar en dessous. Viens, on boit un verre et on refait le truc. Et là, en fait, ça s'est bien passé, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a vu vraiment qui était la personne? Il n'y a rien de pire que ces entretiens d'embauche du style « Ah, c'est quoi tes 3 qualités, tes 3 défauts ?» Ouais. En fait, tous les gens, ils pipotent, quoi. Ils disent « Ah oui, je suis super motivé, j'ai vraiment envie de bosser pour cette entreprise, je suis compétent, machin truc. J'adore la lecture, j'adore le cinéma. » C'est nul, on se connaît pas. En fait, ultimement, je pense que ce que tu cherches, en plus, c'est... Tu vas peut-être poser la question des compétences, mais... L'envie d'apprendre. Parfois, ouais, tu peux trouver des personnes, parce qu'on est assez jeunes, et donc on a tendance à recruter des gens assez jeunes, donc parfois ça peut être des personnes qui sortent d'école. Et en fait, il n'y aura pas forcément les compétences à 100% qu'on expecterait, tu vois. Mais en fait, si tu recrutes, ce qui est important, c'est de recruter des têtes bien faites, des gens intelligents, et motivés et intéressés, parce que tu sais que leur courbe d'apprentissage va faire que peut-être dans 1 an, 2 ans, tu vois, ils seront vraiment... C'est vraiment le plus important. Au niveau A, tu vois, A player. Capable. Des gens qui sont quoi?
A-player. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Qui sont... Il y a un autre C'est- terme. The 10X Engineer. Ouais. Vraiment, ce qu'il faut juste comprendre, c'est des gens qui aiment apprendre et qui ont une capacité d'apprendre. Nous, ça ne nous intéresse pas de recruter quelqu'un d'une boîte qui dise bah, je vais refaire exactement la même chose que j'ai fait dans cette boîte-là. En revanche, tu vois, quand tu cherches des freelances, tu cherches des gens qui sont... Enfin, t'as pas de contact vraiment humain avec eux directement, ils sont pas là. Enfin, ils peuvent être à l'autre bout de l'Europe, ils travaillent avec toi sur une mission. Là, par contre, tu cherches quelqu'un qui est compétent, genre direct, quoi. Ouais. Et c'est pas personnel, tu vois. Et tu fermes un peu plus les yeux là-dessus, tu cherches plus Bah, la non, c'est confiance. pas important. Ouais. Ce qui importe, c'est ce qui est Oui, délivré, oui, quoi. ok. Et c'est là où elle est la différence, en fait, entre le recours au freelance ou au salarié, quoi. Ok. Mais c'est important, cette histoire de recrutement, ne serait-ce que pour tout le monde s'entendre bien et avoir une équipe qui soit, j'ai pas envie de dire homogène, mais que ça se passe bien, quoi. Et moi, il y a eu des recrutements où je me suis dit, je me souviens d'une candidate où on cherchait quelqu'un au support client et tout le monde me dit, ah ouais, la candidate très très bien. Et je me suis dit juste, mais cette personne, si je l'ai dans le même bureau, je suis sûr que je m'entendrai jamais avec. C'était quelqu'un en remote, hein, mais je sens que ça va être compliqué. Et j'avais demandé à quelqu'un d'autre, le critère numéro 1, c'est si tu devais travailler dans le même bureau, est-ce que tu travaillerais avec elle? Et il m'a dit tout de suite, hors de la vie. Enfin, hors de question. Et je me suis dit, ok, c'est net. Et du coup, on a pris du coup un autre candidat qui n'était pas dans le domaine du support client avant, mais juste je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui peut apprendre. Et c'est devenu quelqu'un excellent. Et ça nous est arrivé plusieurs fois comme ça, où tu vois, tu avais un candidat ou une candidate qui était techniquement sur le papier, très belle entreprise avant, chez Apple, chez Netflix, mais tu sens que, désolé, mais la personne est casse-couille, quoi. Et que parfois, t'as quelqu'un qui sort de l'école, mais tu te dis, ah, ça, c'est quelqu'un qui a l'air brillant, intéressant et tout. Puis la personne, elle a un truc en plus à côté, elle est passionnée, elle est animée, quoi. Bah, autant... Et puis, en fait, concrètement, c'est vrai que sur la durée, bah, ça se voit. Et que on a plein de gens chez Crisp qui sont arrivés comme ça, même parfois au support client, et qui finissent développeurs. Pourquoi pas? Ouais. Je pense que ouais, c'est important aussi de donner sa chance. Bah, comme ça, tu vois, genre en fait, la personne, si tu sens qu'elle est intelligente et qu'elle est intéressée par un autre sujet et qu'il y a une place, tu vois, bah ok, bah tu lui fais la place, quoi. En fait, c'est quelque chose que je pense les entreprises faisaient beaucoup avant. Bah, mon père en est un exemple, par exemple. Parce qu'il a commencé à 16 ans à l'Arsenal de Brest et il est passé de mode ouvrier vers technicien, machin. Il y avait des études en interne. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu si les boîtes, elles t'embauchent pour un poste donné et tu restes dans ton poste, tu vois. Et c'est important de pouvoir permettre aux personnes d'évoluer comme ça, quoi. Et c'est là la différence aussi, je pense, entre des gens que tu recrutes full-time, on va dire salariés, même si j'aime pas ce terme-là, et des freelances, c'est que bah, tes salariés, ils sont là, ils seront toujours là pour ta boîte, en fait. Et c'est ça qui est utile, c'est pas des mercenaires. Ils sont là pour entre guillemets, pour le temps long et pour accompagner Ils font partie de l'équipe, quoi. accompagner les choses. Et c'est là où, par exemple, bah, un mercenaire, parfois, lui, il veut son contrat une fois, il se casse, quoi. Et il reverra plus jamais le truc. Mais la dualité est intéressante quand même, tu vois. Le fait d'avoir recours à des gens long terme et des mercenaires, tu vois. En fonction des tâches, des objectifs qu'il y a, etc. Ouais, c'est cool. Très, très cool. Tu parlais de remote parce qu'il y a beaucoup de personnes chez Crisp qui sont pas françaises. Oui. Ça, c'est une question hyper intéressante aussi. C'est comment est-ce que vous avez réussi à vous développer à l'international alors que, en tant que boîte autofinancée, alors qu'à la base, on est en France, quoi. Ok, en fait, ce qu'il faut déjà dire, c'est que la France, pour Crisp, c'est un petit marché. C'est 20%. Et le truc qu'on a aussi comme problème, c'est qu'on a des pays qui nous utilisent où ils parlent pas bien anglais. Ou qui sont sur des fuseaux horaires complètement horribles. Enfin, du style, jamais on trouvera des gens en France pour faire du support client à minuit, c'est pas possible. C'est comme ça. Ouais. Et puis en plus, qui parlent, bon, à ça qu'à minuit, ce serait plutôt les US, mais
Et on a des langues, on a vraiment plein de langues différentes dans l'équipe. On a une équipe support qui est vraiment basée dans plein de pays dans le monde. On couvre combien de langues au total? On a Mexique, donc espagnol. On a italien. On a du français évidemment, de l'anglais. On a des personnes après, plus qui gèrent la zone Asie. Portugais aussi? Oui. Portugais, ouais. Et puis oui, après... Bon, c'est vrai que Dinis, Portugal, ça se discute. Mais c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une équipe qui vient du monde entier pour des besoins, parce qu'en fait, on fait du follow the sun. Le support CRISP, c'est tout le temps. Donc on a des gens en France, mais vraiment partout pour le support, vraiment pour être au plus proche de nos utilisateurs. Et c'est vrai que c'est marrant parce que sur Slack, on se parle beaucoup en anglais, c'est notre langue commune. Et même parfois, nous, ça nous arrive qu'on bloque. Du style, à force de parler tout le temps en anglais, parfois, on se parle en anglais, quoi. T'as pas fait le switch. Et les stratégies d'acquisition? Du coup, aujourd'hui encore, c'est principalement le service client? C'est-à-dire, c'est à la base des visiteurs qui arrivent sur le site et qui discutent avec justement un agent de support. Ah oui, le point d'entrée. Alors, en termes de strat d'acquisition de CRISP, historiquement, on avait ce petit lien en bas du système de chat qui était en gros powered by CRISP. Ouais, le watermark. Voilà, ce qu'on appelle un watermark, et ce qui ça nous a ramené du monde. Beaucoup de bouche à oreille aussi, ça c'est encore la force de CRISP, c'est que pour ça qu'on investit beaucoup aussi dans la relation client, parce que quand quelqu'un est content d'une marque, il en parle partout. Donc ça c'est une force incroyable. Et puis ce qui est important aussi sur toute marque, c'est tout ce qui est l'aspect le site internet. Le site internet, c'est hyper important comme porte d'entrée pour une marque. Déjà pour convertir les prospects en sign-up et après en client. Et donc ça, c'est un aspect conversion. Et puis tout en amont, tout ce qui est l'aspect SEO et ciblage des pages pour faire en sorte que les moteurs de recherche puissent te découvrir. On fait principalement ce qu'on appelle de l'inbound chez CRISP. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sales qui appellent des entreprises, comme ça se fait beaucoup d'ailleurs, pour aller expliquer notre solution. Ça, on n'a pas. Nous, on fait exclusivement chez CRISP de l'inbound. Ouais. Notamment aussi avec les agences et le réseau de partenariats qu'on développe. Donc ça, en effet, on a des agences et des partenariats chez CRISP. C'est pas notre canal principal d'acquisition, c'est surtout un plus. Aujourd'hui, sur CRISP, on a des grandes entreprises qui nous utilisent. Et une grande entreprise, parfois, elles ont besoin d'accompagnement pour intégrer CRISP avec telle brique custom chez elles. Un ERP ou un système vraiment très métier en interne. Donc, on a un réseau d'agences qui vont gérer cette relation-là avec des entreprises qui permettent de setup CRISP de A à Z et de les suivre dans le temps. Ok. Et on a vraiment des agences spécialisées en e-commerce, des agences spécialisées après pour l'accompagnement au service client, des agences spécialisées dans le développement, ce qui fait qu'un client qui a vraiment un enjeu particulier, qui n'a pas le temps ni les compétences de le gérer en interne sur des sujets clés, eh ben on peut les accompagner. Même à l'étranger du coup. Bien sûr. Ouais. Et donc ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure, que cette partie-là, on peut la déléguer, entre guillemets, sans forcément avoir une personne dans l'équipe qui s'en occupe. Déjà, le principe... Ça permet d'expérimenter aussi rapidement, quoi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs en France dire c'est compliqué, l'international et tout. Déjà, traduisez votre site, quoi. Ouais. C'est incroyable. Le nombre de sites qui ne sont pas traduits. Enfin, nous, CRISP, le premier site... En fait, on a dû le traduire en français. Ah, parce que c'était anglais à la base. Oui. Et tu vois, beaucoup de gens se sont moqués de nous en disant « Ah ouais, c'est qu'ils veulent faire cool, américains et tout. » Mais non, en fait, c'est que la France, c'est un petit marché aujourd'hui pour nous et que le business, il se fait pas qu'en France. Il se fait beaucoup ailleurs. Et le widget CRISP aussi, il est traduit en près de 50 langues, je crois. Plus de 50, je crois 58. Ouais. Parce qu'en fait, ça, je pense que c'est la puissance du freemium, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sentent... c'est le pouvoir de la rétribution, je crois. En fait, quand on t'offre quelque chose gratuitement, tu as envie de rendre un service en retour. Et en fait, c'est des personnes, par exemple, je sais pas, est-ce que je peux prendre une langue un peu remote dans le monde ça peut être même le breton.
On a des gens qui nous ont traduit en breton, en catalan, tout ça, parce qu'en fait, ils nous utilisaient sur des sites qui étaient écrits en breton ou en catalan. Et que ça faisait moche d'avoir une bulle de discussion. Le écrite en finlandais, anglais. genre quelqu'un nous avait traduit en 2015 en Finlande, ou 2016 en Finlande. Du jour au lendemain, on a tous les Finlandais qui se mettent à utiliser Crisp. C'était un truc de malade. C'est la Et porte ça, d'entrée, en fait. il l'avait fait Et gratuitement. c'est des humains qui Ah oui, oui, c'est oui. pas du Google Translate, c'est des humains qui nous ont traduit de manière curated, en fait, qui connaissent le produit et qui ont fait la traduction comme on l'aurait fait, quoi, si on parlait leur langue. C'est fou. En Ils avaient 50 un langues. intérêt à le faire. En fait. Et donc on a ouvert justement avec un service qui s'appelle PoEditor. Donc c'est un service qui te permet d'avoir un portail où tu dis, tu mets ton projet, tu envoies ton fichier de langue. Donc c'est un fichier JSON où tu as ce qu'on appelle les strings qui sont en anglais. Et la personne après elle va passer dessus et puis elle va traduire de l'anglais à sa langue. Et toi tu récupères de l'autre côté un JSON traduit, donc par exemple en finlandais. Et après toi tu l'importes dans ton projet et on a le système qui passe dessus et qui regarde tous les fichiers de traduction et qui construit le projet en toutes les langues possibles. Et vous avez quand même un moyen de vérifier qu'il n'y a pas de bêtises dans Les autres clients. On le fait pas tous les jours, les synchronisations. Hein. Oui, c'est ça. Et Non, aujourd'hui, mais c'est- ça a tendance à moins bouger parce que les traductions, tu sais, elles convergent vers quelque chose qui est de plus en plus parfait. Puis c'est traduction plutôt simple aussi. Hein. Ouais, c'est envoyer le message, tu sais, une notification, des trucs comme ça, quoi. Oui, mais c'est vrai que même dans l'inbox, des fois, il y a des personnes qui envoient un message qui juste vont corriger, je sais pas, un accent ou quoi sur. Mais ça, c'est incroyable. Le pouvoir de Crisp, la suggestion des gens, c'est incroyable l'engagement. Mais d'ailleurs, juste à voir, alors, on n'a pas de downtime, on touche du bois, on n'en a pas eu. Ça marche très bien le service, mais il y a quelques années, quand on avait un micro souci, même 5 minutes. Oh là là. C'est ce qu'on appelait les DDoS au support, quoi. Oui. Les gens arrivaient tous en même temps pour reporter le problème, tu vois. Par le 2000 conversations en 2 minutes, quoi. C'est Ouais. un truc de fou. Et on y était au courant, si tu veux. Et en fait, chaque personne en fait contribuait en disant ah là vous avez un petit problème, vous voulez pas regarder? Oui, on est au courant, on est au courant. Hmm. On est au courant. Arrêtez. On perd du temps. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, hyper cool. Est-ce qu'on peut parler de la V4 brièvement? Et on a du temps, parlons de la V4. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau du coup dans cette V4? Alors la V4, c'est un énorme chantier sur lequel on travaille maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, on a vraiment regardé Crisp et on repartit d'une feuille blanche sur l'app Crisp. Donc c'est vraiment un redesign complet. On arrive avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Alors ce que les gens vont voir le plus, c'est ce qu'on appelle chez nous les sub-inbox. Donc en fait, ça permet à des entreprises qui utilisent Crisp de créer des sous-espaces dans Crisp. Historiquement, Crisp, quand on reçoit des messages, tout arrive dans un espèce de pot commun. Que ce soit un chat, un mail, un message WhatsApp, tout ça arrive dans un seul espace. Avec la V4 de Crisp, on peut créer donc des sous-inbox, des sous-espaces dans lesquels chaque équipe dans Crisp peut avoir son espace à elle au sein de l'entreprise. Je m'explique. Par exemple, on peut imaginer que toi, Léo, tu as un espace dans Crisp seulement avec les abonnés derrière la bulle qui te donnent des feedbacks. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelqu'un nous contacte et dit j'ai vu une vidéo derrière la bulle, on te l'assigne à ton espace derrière la bulle. On peut avoir un espace dédié à tout ce qui est la facturation, un espace dédié à tout ce qui est les ventes. Et ça peut être des espaces qui sont complètement isolés. C'est vraiment un redesign énorme et je pense que les clients existants Crisp, quand ils vont arriver sur la nouvelle inbox, ils vont clairement voir le design. Et d'ailleurs, ça se voit, tous les bêta-testeurs qui utilisent la V4 de Crisp aujourd'hui en bêta, ils restent sur la bêta et ils n'utilisent pas la V3. Ils y restent, c'est parce que, objectivement, c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux. Ouais. Un autre gros chantier pour nous, c'est tout ce qui est les analytics. On a refait ce module d'analytics. Pourquoi ? Parce que chaque entreprise a un petit peu sa propre définition de ce que c'est une conversation, de ce que c'est un client, etc. Et donc, on a fait un petit peu dans Crisp un système à la Mixpanel, à la Amplitude ou Posthog, mais orienté conversationnel, ce qui permet aux entreprises de vraiment comprendre d'où viennent leurs clients qui les contactent, quels sont les problèmes, bien sûr tout ce qui est les volumes, les temps de réponse, etc. Tout ce qui est la partie IA, on peut avoir tout un feedback sur l'analytics pour savoir quand est-ce que mon bot se déclenche, dans quel cas, et vraiment avoir un retour complet sur ce qui se passe dans les analytics. Donc c'est vraiment, ça permet aux entreprises de créer leurs propres analytics. Par exemple,
plein de clients te contactent, tu peux voir pendant un jour particulier qu'il y a eu plus de contacts que d'habitude. Tu vas pouvoir faire un zoom dessus et regarder d'ailleurs qui sont ces clients ou qui sont les personnes qui ont répondu à ces clients. Quels étaient les problèmes. Là où c'est vraiment intéressant, ça, c'est que tu peux créer ton espace analytique. C'est exactement le tien, tes propres KPI. C'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ouais, ça va beaucoup, beaucoup plus loin dans la personnalisation des analytics. Et puis, tout ce qui est la partie IA, Valérie, on peut nous en parler. Sinon, en fait, ça fait longtemps qu'on travaille sur la partie IA dans Crisp. Donc là, en fait, toutes les fonctionnalités de Crisp ont été augmentées avec de l'IA. En fait, on va retrouver la possibilité, par exemple, d'entraîner sa propre IA sur la base de son site internet, sa documentation, son centre d'aide Crisp, pour générer des messages automatiques de réponse avec son bot Crisp, par exemple. Donc, par exemple, si vous voulez gérer le support avec vos agents de support en semaine, donc là, vos humains répondent et vous pouvez faire un bot Crisp qui, le week-end, en fait, finalement, va répondre en IA sur la base de toutes vos connaissances. Ça peut être votre documentation sur votre site qui existe déjà et qui n'a rien à voir avec Crisp. Donc en fait, on a fait un système qui permet d'importer toutes ces sources externes dans Crisp. Donc il y a un nouveau bouton qui va apparaître dans l'application Crisp et qui permet de gérer toutes ces bases de connaissances. Donc on a développé par exemple Je mettrai visuellement tout ça. Ouais, on a développé ce qu'on appelle un scrapper qui permet en fait d'ajouter son site internet. Donc dans notre cas, par exemple, pour notre propre support, on ajoute crisp.chat. Le scrapper va passer sur toutes les pages, donc il va ingérer tout notre site et il va découvrir par exemple quel est le pricing de Crisp sur notre page de pricing. Et le week-end, quand l'IA répond avec notre chatbot, si quelqu'un pose une question sur le pricing de Crisp, l'IA Crisp en fait du bot Crisp pourra répondre en fait aux questions de pricing de cette personne-là. Elle l'a auto-apprise. Ouais. Donc on peut demander c'est combien le plan Unlimited ok, $95. Ok, quelle feature est disponible dans ce plan-là? Ok, tac tac. Est-ce que je peux avoir ça dans le plan pro? Ok, non. On a deux autres features aussi, c'est le copilot et l'overlay qui arrivent. Oui. Le copilot, en fait, l'idée, c'est d'avoir un agent conversationnel en fait, qui est entraîné sur la même base de connaissances qui est entraîné pour les clients, mais en plus de l'entraîner sur les messages passés du support Crisp, de la boîte de discussion Crisp. Donc en fait, tous les messages qui sont envoyés entre les agents humains sur Crisp et les clients, tout ça c'est entraîné dans une IA qui est privée. Et donc en fait, en tant qu'opérateur, moi si j'ai une question, je suis nouveau dans la boîte par exemple, je suis nouveau sur Crisp, qui a utilisé Crisp, je suis nouveau dans la boîte. J'ai une question sur un client qui me pose une question, il me pose une call. Je pose une question, j'ouvre le copilot, donc c'est une petite barre latérale qui pop dans l'app. Je pose ma question au copilot et le copilot, comme un chat GPT, va me répondre. Tiens, tu devrais dire ça au client, quoi. Sur la base de la connaissance privée. Et l'avantage d'avoir cette connaissance privée, c'est qu'on isole vraiment. On ne va pas répondre automatiquement avec des messages qui sont potentiellement entraînés, enfin des messages privés qui ont entraîné l'IA avec un chatbot de manière automatique. Par contre, un humain qui est opérateur, il a le droit de voir ça. Là, c'est hyper smart parce que justement, j'ai discuté avec Pedro, mais c'était il y a quelques mois déjà. Et il me disait que lui-même utilisait ChatGPT pour des fois trouver des réponses à des questions. Maintenant, il utilisera le copilot. La différence, c'est que là, c'est vraiment entraîné sur la data de chaque entreprise. Ouais. Donc, en fait, le système, il apprend vraiment des interactions que les gens ont eues sur le support client et aussi le site internet, etc., qui permet vraiment d'avoir des réponses personnalisées. Et oui, et dernièrement, c'est un ami en fait qui monte une boîte et qui s'appelle Julien, qui m'avait fait une remarque. J'utilise Crisp, mais j'en ai marre. En fait, il y a plein de gens qui me parlent sur ma bulle de discussion et qui me demandent c'est quoi ton pricing, quoi. Et je dis mais c'est pas des discussions qualifiées. En fait, la personne elle peut le trouver en allant sur ma page de pricing. Et là, je me suis dit ok, il y a peut-être l'idée de construire un produit pour tous ces types de business là ou toutes les questions récurrentes. Et donc en fait, on a inventé ce qu'on appelle l'overlay. Donc c'est quelque chose qui vient en fait protéger votre chatbox de toutes les questions récurrentes. Et donc quand vous l'activez, en fait, la chatbox est remplacée par un bouton qui vient lancer une IA, donc une barre de recherche où la personne va taper sa question, elle va trouver la réponse ou pas, ou elle va trouver la réponse et elle va cliquer, elle va arriver sur les pages qui correspondent à la réponse de votre site, centre d'aide Crisp, etc. Ou alors elle aura toujours une question et là elle va faire ok, contacter le support et là la chatbox Crisp va s'ouvrir. Ça c'est un mode qui est opt-in, c'est-à-dire que pour les
pour les boîtes qui ont des problèmes spécifiques où ils ont beaucoup de questions récurrentes comme ça qui ne sont pas solutionnables par le chatbot, tout ça, et qu'ils veulent une interface de recherche qui fonctionne avec de l'IA, entraînée sur la base de tout ce que vous avez mis dans Crisp. Eh bien, ça s'appelle l'overlay et c'est activable sur demande. C'est comme un helpdesk, mais dans la chatbox, c'est optimisé avec de l'IA. Et en fait, c'est pas conversationnel parce qu'en fait, parfois, je trouve qu'il est plus optimisé d'utiliser des vraies interfaces qui sont dédiées à la recherche et à la présentation de ressources, qui est l'overlay, que d'utiliser en fait une interface conversationnelle où on va taper son message, sa question, et ça crée une conversation et tout ça. Et ça déclenche un scénario bot. Donc là, c'est plus les mots-clés qui devront... C'est une barre de recherche, c'est un Google pour ton site en fait, mais qui est propulsé par l'IA de Crisp. Et après, il faut vraiment se dire que l'AV4 sur Crisp, c'est un changement majeur. Le design a été revu complet, que ce soit de l'inbox jusqu'aux settings, tout est neuf. On a un nouveau site internet aussi qui arrive avec une nouvelle identité graphique qui est un peu... Je dirais que c'est un Solarpunk revisité. C'est utopiste, ouais. C'est utopiste, mais on est sur un futur positif. Oui, c'est Solarpunk, ça s'oppose un peu au cyberpunk, dans le sens où c'est plus écolo, entre guillemets, c'est ça? Ouais. Quand on prend cyberpunk, c'est le futur dystopique qu'on peut résumer comme, c'est quoi, low life, le high futur tech. Qui a mal tourné, quoi. C'est-à-dire les gens, ils sont tous dans des appartements miteux, rikiki, et puis genre ils sont tous avec leur casque de VR et ils vivent dans des univers high tech parallèles. Il fait tout le temps sombre, il pleut tout le temps. Ouais, t'as le style du dieselpunk par exemple, où c'est plus sur l'ère industrielle, steampunk, tout ça, c'est dystopique aussi sur l'ère industrielle, donc on est sur des thématiques un peu dark, couleur marron, noir. Jules Verne tout ça. Un peu. Dans l'idée, non, c'est encore plus. En fait, je pense qu'on tend vers la dystopie. En fait, oui. Ça a une tendance négative, alors que Jules Verne avait plutôt une tendance positive. On a essayé de casser ça avec le nouveau design de Crisp et de faire un futur très green. En tout cas, très positif. Le green en fait partie, mais un futur enthousiasmant. On a fait en sorte que ça se respire dans le design. Donc c'est un design qui est en effet, mais dès le site internet, vous verrez, il y a un côté plus fun. Hein. Même dans le design de l'app, il y a un côté plus playful. Donc en fait, c'est la charte graphique de Crisp qui change totalement, quoi. On garde le même logo, on y tenait. Oui, bah oui, tout de même. Et Crisp s'appelle toujours Crisp. Ok. Bon, bah trop bien. Je mettrai toutes les refs qu'on vient de citer directement à l'écran pour que ça soit plus clair. Mais hâte de voir ça. Bon, bah merci beaucoup les gars. C'était merci hyper beaucoup, Léo. intéressant cette conversation.